vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Mise en avant par le journal Courrier International, la démission de Martin McGuinness, ancien de l'IRA, devenu vice-premier ministre d'Irlande du Nord. Dans sa lettre de démission, McGuinness, qui fut l'un des principaux architectes de l'accord de paix du Vendredi Saint, signé en 1998, a fustigé la première ministre Arlene Foster en l'accusant d'arrogance dans une affaire surnommée Cash for Ash, du fric pour descendre, soit un programme de subvention afin de favoriser l'installation de chaudières écologiques dans les fermes et les entreprises. Cet événement plonge la province dans l'incertitude politique et des élections anticipées au Parlement nord-irlandais de Belfast devraient avoir lieu en mars. Les titres de votre 20h. La primaire de la belle alliance populaire, dernière ligne droite, est-ce la fin de la gauche social-démocrate? C'est le sujet du soir. Dans la seconde partie, le débrief culturel de notre débat, la gauche bling-bling et même la gauche bobo. C'est la dernière ligne droite pour la primaire de la belle alliance populaire, la primaire finalement du Parti socialiste tout simplement, l'occasion de nous interroger sur l'existence encore de la gauche social-démocrate avec Philippe Olivier et Sébastien Pisani. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. J'ai dit encore la gauche social-démocrate parce que est-ce que la gauche social-démocrate existe toujours? Alors un petit peu d'histoire politique si vous le permettez. Direction l'Allemagne en 1959 dans la ville de Bad Godesberg. Le SPD, qui est le mouvement social-démocrate allemand, a décidé d'abandonner les idées d'inspiration marxiste et de reconnaître l'économie de marché. Alors ce qui définit la doctrine social-démocrate en Europe, on ne remplace plus le capitalisme, bien au contraire, on le réforme, on essaye de le réformer, ou plutôt on le maîtrise. Et il y a toujours l'attachement à l'État-providence, c'est-à-dire à la protection sociale, c'est essentiel, et le dialogue social comme levier d'action politique. Oui, mais pour qu'il y ait le dialogue social, il faut des syndicats forts. Et en France, ce n'est pas le cas par rapport à l'Allemagne, d'où ma question, assiste-t-on à la fin de la gauche social-démocrate? Allez Philippe, c'est avec vous. Non, je ne pense pas. On assiste à la fin d'une certaine gauche qui est libérale-démocrate, on va dire, et encore, j'aime pas le mot démocratie, mais qui, on voit très bien de Macron en passant vers plus à droite, Bayrou. Voilà, on a remplacé cette social-démocratie par une libéro-démocratie, oui. Mais sinon, à gauche, de la gauche, il y a quand même encore Macron, il y a encore Hamon, Mélenchon et Montebourg. Donc voilà, je pense que ça se divise en deux. Demain, on va le signaler aux téléspectateurs, mais ils le savent déjà, les téléspectateurs très informés de pendant le 20h, il y a l'ultime débat de la primaire de la gauche. Je dis de la primaire du PS et de ses alliés parce qu'on va être clair, hein, c'est essentiellement la primaire du PS et de ses alliés. Mais si on revient à la social-démocratie, juste petit focus en Europe, Sébastien, et je vous laisse la parole. En Italie, Matteo Renzi, qui est tenant de cette ligne politique social-démocrate, a dû démissionner. En Allemagne, le SPD, je le disais, aujourd'hui n'a jamais été aussi faible. Et en Grèce, le PASOK est dépassé par Syriza. On a tout de même le sentiment que du côté de la social-démocratie, on met la vitesse, c'est un peu au ralenti. Hein. Alors d'abord, il y a des réalités assez différentes. Effectivement, vous avez parlé de l'Allemagne. Je vous ferai quand même remarquer que, par exemple, notre ami Matteo Renzi et les démocrates italiens ne font pas partie de l'internationale socialiste. Donc ce sont des approches qui sont quand même assez différentes d'un pays à un autre. Moi, j'aurais tendance à envisager en tout cas que la social-démocratie, telle que vous l'avez très bien définie, c'est un système qui fonctionne relativement bien quand l'histoire ne s'emballe pas trop. 2008 et la terrible crise financière que l'on sait, c'est à ce moment-là que quand même un certain nombre de cette gauche de gouvernement dans différents pays a commencé un petit peu à vaciller. Donc de manière assez différente. Vous voyez que dans le sud de l'Europe, c'est plutôt par la gauche que la social-démocratie a été dépassée, soit par
Syriza, Podemos. Donc effectivement, ce décalage entre des populations dont la situation s'aggravait, des difficultés sociales, économiques de plus en plus fortes. Et puis, alors au nord de l'Europe, c'est un petit peu différent. Hein. Notamment, je crois que alors que la situation économique se tendait aussi, c'est plus des thèmes liés à la place des immigrés, notamment, qui a fait qu'il y a un certain discours populiste qui est monté dans des pays relativement calmes. Enfin, je sais pas, moi, les Pays-Bas, d'un coup, là, il y a bientôt des législatives au mois de mars où on risque d'avoir un leader populiste qui va s'affirmer. Donc, voilà, on a effectivement cette sensation que quand l'histoire s'emballe, nos amis sociodémocrates qui essaient de tenir un équilibre compliqué entre ce progrès social et une adaptation au capitalisme et finalement à des règles de plus en plus libérales, se prennent légèrement les pieds dans le tapis. En France, la social-démocratie a souvent été appelée la seconde gauche. Hein. On se rappelle Rocard, évidemment, qui était un social-démocrate. Delors aussi. Lionel Jospin, qui dès 1995 l'a signalé. Hein, je suis social-démocrate. Et plus récemment, François Hollande. Ce sont les grandes figures de la social-démocratie en France. Aujourd'hui, si l'on s'intéresse à la primaire de la Belle Alliance populaire, qui est tenant de cette ligne-là? Vincent Peillon? Non, moi je dirais Manuel Valls et Macron en dehors. Manuel Valls, finalement, est-ce qu'il n'est plutôt pas à caser du côté des Peillon, des républicains, des sociaux républicains? C'est différent tout de même. Hein. Peut-être Vincent Peillon, effectivement. Oui, mais enfin, quoi qu'il en soit, on voit d'ailleurs que, et vous l'avez très bien rappelé, que nos 7 candidats aujourd'hui se retrouvent vraiment. Je crois que c'est Mélenchon qui parle de casse-noix, c'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent coincés, effectivement, en essayant de tenir cet équilibre entre une gauche qui se revendique très ancrée à gauche. Mélenchon, Macron qui est lui effectivement sur une approche qui peut séduire jusqu'au centre droit, et puis eux se débattent un petit peu au milieu, réduit à minima, j'ai envie de dire. Et ça devient de l'huile, disait-il, hein, parce qu'effectivement les deux partis de l'étau, l'un est allé plus à gauche, Mélenchon, l'autre depuis un moment déjà Hollande et Valls, mais aussi évidemment Macron. Court après la droite. Et puis avec ce constat terrible, c'est-à-dire que François Hollande, après 5 ans de mandature, a dû faire ce constat: je ne suis pas en mesure de me présenter à nouveau. Alors peut-être, effectivement, y a-t-il une donnée personnelle, mais comme vous le dites si bien, il a incarné quand même la social-démocratie durant 5 ans. Philippe, est-ce que la gauche, si l'on ouvre un petit peu les perspectives sur notre sujet du soir, est-ce que la gauche ne traverse pas une grande crise idéologique ? Oui, surtout que, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a 2 blocs. Donc, quand vous... Irréconciliables ? Je pense que oui. Et je pense que Valls avait raison. Il y a ceux qui, effectivement, glissent vers le centre-droit, donc l'option Macron. Et il y a ceux qui essayent de rester... Pardon, j'essaie de mettre... sociolibéraux. On parle d'une base comme s'il avait existé un jour une gauche. Je crois que ça n'a jamais été le cas. Non, mais elle était unie. Elle était unie une fois qu'il y avait une synthèse des courants à chaque congrès. Le programme commun en 1980, la gauche plurielle en 1997, avec Jospin. Oui, mais là, non, il n'y a plus. Il y a vraiment une fracture au centre de la gauche. Et je crois que quelque part, François Hollande voulait ça. Hein, il voulait que ça éclate pour refonder ce qu'on appelle la social-démocratie à la française, le Parti socialiste. Alors, est-ce que pour moi, la crise, elle serait plutôt d'identité qu'idéologique? Ils ont du mal, parce que finalement, quand on les écoute débattre, il y a eu 2 débats déjà. C'est vrai qu'on trouve des lignes de fracture, mais moi, ça me fait penser un petit peu au débat qu'il y a eu aussi lors de la primaire de droite. C'est que ces gens ont quand même, à un moment donné, de Hamon jusqu'à Peillon, un certain nombre de données communes dans leur logiciel. Ils ont été ministres dans le même gouvernement. Hein. La difficulté, ensuite, c'est de renouer vraiment le lien avec une part de l'électorat qui a été excessivement déçu par 5 années durant lesquelles, effectivement, la gauche n'a pas incarné ces espoirs qu'elle a su générer. On a souvent parlé du fameux discours du Bourget, parce que les gens ont énormément focalisé sur l'aspect finance, l'ennemi contre lequel je vais lutter. Si on le lit plus attentivement, d'ailleurs, ce discours, on se rend compte que François Hollande était déjà dans cette partie d'équilibrisme, comme il l'a toujours été. C'est un homme du consensus, c'est l'esprit de synthèse. La synthèse. Oui. Non, mais c'est surtout et je l'ai déjà dit sur cette antenne, c'est que quand on trahit des promesses, quand on dit qu'on est de gauche, étiquette, ou social-démocrate, et qu'on fait exactement le contraire, c'est-à-dire
libéralisme économique, hein, pas le libéralisme philosophique, on est en complète fracture à l'intérieur de soi-même. Parce que vous avez le sentiment que le gouvernement, que ce soit de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, sous l'impulsion de François Hollande, a fait du social-libéralisme. Que les choses soient claires, les mots ont un sens, hein, tout de même. Oui, à partir du moment où... Pas au début, mais à partir du moment où il y a le 49.3 à répétition, c'est-à-dire qu'on ne permet plus à la représentation nationale, à l'Assemblée, de voter pour ou contre. Il me semble que Michel Rocard, tout de même, l'a utilisé également, le 49.3. Non, tout à fait, mais là, on l'a vu dégainer à plusieurs reprises, avec en plus une partie des députés dits frondeurs. Enfin, on voit bien quand même les tensions qui s'exerçaient au sein du camp. Donc, détricoter la sécurité sociale, détricoter le travail, le code du travail, c'est quand même pas une politique social-démocrate. On est très proche du libéralisme. Fillon se frotte les mains parce qu'il veut aller plus loin. Macron sera entre les deux, selon qui sera exaucé après l'effondrement ou pas du premier de la primaire du PS. Moi, je pense que oui. Alors, en nous rappelant l'exemple allemand, juste une chose, vous nous rappeliez que justement, il manque en France, parce qu'on n'a pas cette tradition, les corps intermédiaires, dont le fait de pouvoir s'appuyer sur un vrai dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Certains parlent de cogestion. Exactement. Oui, et c'est pour ça que la social-démocratie, je trouve, a plus de mal à s'ancrer, à s'implanter en France, tout simplement. 7% de gens, enfin de Français travailleurs qui sont syndiqués. La CFDT, qui est un des rouages de ce qui pourrait être une cogestion à l'allemande, qui souvent a signé, et puis évidemment les autres syndicats qui ne signent quasiment jamais, FO, Alliance, etc. Non, pas Alliance, comment il s'appelle ? À gauche de la gauche, là, le syndicat Sud. Sud, oui, Sud. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. FO, CGT, Sud. C'est aussi essentiel, la force des syndicats en Allemagne, on ne le dira jamais assez. C'est un des pays, je crois, avec les pays d'Europe du Nord, où il y a le plus fort taux de salariés syndiqués. Ce qui n'empêche pas, dans la situation actuelle, le SPD d'être au Exactement, nous sommes d'accord. Revenons un petit peu à la Corse, si vous le voulez bien. Est-ce que vous voyez, vous, dans le spectre de gauche, des tenants de la social-démocratie en Corse ? Bonne question. Hein. Celui qui se revendiquait le plus directement de la social-démocratie, c'est l'ancien maire d'Ajaccio, Simon Reynaud. Qui d'ailleurs avait un Corse social-démocrate. Complètement. Son parti. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui... Est-ce qu'Orsuch, par exemple, on peut le caser dans la sphère social-démocrate ? Oui, mais alors ce qui rend, je trouve, la lecture quand même un peu délicate en Corse, c'est qu'on a cette donnée supplémentaire liée vraiment à cette approche liée à nos problématiques particulières qui rend un Jean-Charles Orsuch assez proche sur certains points d'une approche nationaliste. Enfin, il y a une forme de compatibilité. On l'a vu avec Emmanuel de Gentile également en Haute-Corse. Donc c'est vrai que là, je suis un petit peu ennuyé pour trouver le social-démocrate. Il y a François Tatte aussi avec le MCD. Oui, c'est vrai. Haute-Corse. Il y a eu un temps François Casasoprane. Voilà. Mais qui ont une identité beaucoup plus républicaine, tout de même. Hein. Que démocrate. Que démocrate. Au sens... Au sens du premier du terme, du mot, vraiment. Alors, on va juste citer Henri Weber dans son dernier ouvrage, Éloge du compromis. On y revient à ce compromis qui est la base de la social-démocratie. Henri Weber qui a beaucoup théorisé la social-démocratie à gauche. Il évoque la formidable capacité d'adaptation de la gauche social-démocrate. Pour lui, c'est ce qui fait la différence avec une gauche contestataire, avec une gauche alternative. C'est cette capacité de s'adapter non pas seulement aux lois du marché, mais également aux évolutions de la société. Est-ce que Philippe, vous êtes d'accord, même si je devine poindre votre réponse avec cette formule d'Henri Weber ? La formule est très bonne. L'adaptation à la réalité française actuelle, on attendra le 29 janvier et les jours suivants pour voir si ça fonctionne. J'en suis pas si sûr. Oui, mais alors où est la solution ? Parce que si on regarde du côté de la Grèce et de Syriza, on a vu ce pauvre Tsipras se faire concasser littéralement et finalement même être rejeté par sa base. Donc une gauche censée être vraiment à gauche sur ses ancrages, proche des problématiques de la population. Donc c'est vrai que là, le thème est la social-démocratie, forcément on a un regard assez critique, mais... malheureusement, les solutions... Et puis ce que vous dites, Sébastien, est intéressant. Également, il y a la gauche de conquête du pouvoir,
qui, sur ces thématiques, est un peu plus à gauche, sur des thèmes très... à la fois républicains, sur le service public, sur le monde de la finance, etc., etc. Le discours du bourgeois, vous venez de le dire. Ou en Grèce, pareil pour Tsipras, mais une fois au pouvoir, on gouverne un peu plus au centre. Hein. Le pouvoir se prend à gauche et s'exerce au centre. Oui, alors il y a aussi la gauche de transformation sociale, hein, évidemment, c'est-à-dire changer le logiciel. Est-ce qu'elle a déjà été au pouvoir, la gauche de transformation sociale? Peut-être les premières années de François Mitterrand, est-ce qu'on peut le dire? Moi, j'aurais commencé après-guerre, et puis après, il y a eu le général de Gaulle, donc il y a un grand blanc, enfin en tout cas une grande parenthèse. Et puis après, au tout début de François Mitterrand, mais le Mitterrand, 80-83. Oui, avant le tournant de la rigueur. Avant le tournant de la rigueur. Et là, donc, ce serait changement de constitution, constituante. Donc, c'est effectivement le programme de Mélenchon, l'avenir en commun. Le programme de Montebourg, le programme de Montebourg, et de Benoît Hamon, qui tout sont à sur fait. cette ligne, qui ne sont pas sur cette ligne social-démocrate. On se gardera bien est de d'accord. tomber dans un refrain qui revient régulièrement dans les discours populistes, mais une fois arrivé au plus haut niveau de l'État, il faut bien composer avec une donnée qui est la donnée européenne. Exactement. Et notamment cette forme d'austérité qui nous est, il faut bien le dire, souvent imposée par Bruxelles. Alors, il faut avoir la force de s'opposer à Bruxelles, ce que François Hollande, décidément, je fais souvent cette confusion. Je vous vois venir. Est-ce qu'un certain Mélenchon... Oui, évidemment. N'est pas, mais non. Je vous promets, Philippe. Mélenchon ou autre, quelqu'un qui ne fera pas ce que François Hollande a dit et qu'il n'a pas fait, c'est de s'opposer à Merkel. Nous ferons un débat sur les relations et sur l'austérité notamment. Allez, 40 secondes pour donner vos arguments et résumer votre pensée. C'est avec vous, Sébastien, que je commence. Est-ce la fin de la gauche social-démocrate? Non, je ne crois pas que forcément ce soit la fin, effectivement, parce qu'il y a eu déjà des passages à vide. En tout cas, elle est évidemment mise à mal à l'échelle européenne. C'est directement lié, je l'ai rappelé, à la crise économique, à la montée des populismes en tout genre. On voit là des sociodémocrates en France qui se battent pour essayer de sauver un parti peut-être qui est menacé, hein, qui est les partis socialistes. Mais attention, les pages se tournent tellement vite sur le plan politique. Je pense qu'on pourra tout à fait assister à un retour d'un message qui me semble très intéressant. Il y a une forme de synthèse qui n'est pas si déplacée que ça, qu'on le veuille ou non. Philippe, est-ce la fin pour vous de la gauche social-démocrate? Non, d'une certaine gauche social-démocrate qui était au pouvoir et qui n'a pas accompli ce qu'elle avait dit. Mais moi, je pense comme le phénix qui renaît de ses cendres, il y aura une gauche social-démocrate qui sera peut-être pas au pouvoir d'ailleurs, qui sera dans l'opposition pour défendre justement la transformation sociale nécessaire et qui est de moins en moins défendue, puisque que ce soit de Macron à Fillon et même au sein du PS ces 4 dernières années, qui est de détricoter, je l'ai dit, toutes les lois de protection depuis 1945, qu'elles soient de la Sécu, que ce soit du travail. Et c'est gravissime quand on a 9 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, de voir que ça risque d'être pire. Alors, je rappelle, demain soir, dernier débat de la primaire de la belle Alliance populaire, la primaire du PS et de ses alliés. Ça se déroule du 22 au 29 janvier. Et en Corse, il y a 49 bureaux de vote qui seront ouverts, 27 en Haute-Corse et 22 en Corse du Sud. Merci à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet. Vous allez rester en coulisses pour écouter le débrief, parce que c'est aussi se questionner concernant la gauche social-démocrate, c'est aussi se questionner sur sa représentation en bande dessinée ou également au cinéma. Et nous allons le faire avec nos deux esprits critiques. On peut s'attendre oui, vous pouvez, nos deux esprits critiques, Marcel Petrichoul, le libraire et chroniqueur littéraire, et Xavier Haff, l'historien et cinéphile. Vous allez vous croiser, messieurs. Bonsoir. Vous vous êtes croisés. C'est pas désagréable. Ouais, finalement, non. Marcel Petrichoul, libraire de Pendant le 20h, chroniqueur dans Parole de Corse, Xavier Affre, historien cinéphile, que l'on peut entendre de temps à autre sur Radio Nostalgie, Popcorn et Mauvaise Foi. Qu'avez-vous retenu, mes chers amis, du débat? La brillante démonstration de Sébastien, comme quoi, quand ça va mal, les sociodémocrates, ils sont plus là, ils sont à la ramasse. Oui, Philippe Olivier a répondu. Enfin, moi, j'ai retenu la fin, surtout. C'est plus malin. Oui, en disant que finalement, c'est la fin d'une certaine social-démocratie, mais qu'elle renaîtrait de ses cendres. Voilà, très belle image. Donc, voilà. Alors, le débrief culturel du débat, la gauche bling bling et la gauche bobo.
c'est les deux spectres de ce soir. Et vous avez choisi la gauche bling-bling, mon cher Marcel, Oui, oui. avec un ouvrage de Montoussima et Bercovici aux éditions 12 bis. Édition 12 bis. Alors Bande dessinée. surtout, ne vous laissez pas abuser par la couverture. Non, ce n'est pas une énième fiction humoristique sur la politique, pas du tout. C'est une BD en 3 parties. Il y a les années Mitterrand, les années Jospin et les années DSK. 3 parties qui sont très, très, très bien documentées. En fait, des auteurs, dans cette BD, font la démonstration difficile rapport entre la gauche et l'argent, ce depuis 1981. Et c'est très, très bien étayé. Vous allez voir, ça va vous rappeler plein d'anecdotes, plein de faits. Et puis, si vraiment vous ne vous souvenez pas, il y a plein d'annexes à la fin du bouquin pour vous aider à vous remémorer tout ça, à mieux appréhender tout ça. Il y a notamment la fameuse phrase de François Hollande. Je hais les riches. Ah, je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches. Quand on nous posait la question, C'est à ça. hauteur de combien? 5 000 euros par mois, je crois. C'est ça. Et toutes les stars du PS, il faut le savoir, hein, ont payé ou payent l'ISF. Oui, bien sûr. Donc, hein, les Lang, les Delanoë, les Fabius. On peut être de gauche et Bien sûr, non mais quand on dit riche, mais je suis n'aime pas d'accord les avec riches, bon. Alors c'est vraiment une véritable BD, c'est une véritable enquête économico-politique sur l'histoire des socialistes et de l'argent, l'histoire d'une conversion au libéralisme, bien loin des idéaux de Marx et de Jaurès. Et c'est très bien traité parce que c'est beaucoup d'ironie, ça satire, ça se lit très très facilement justement. Le mélange BD, humour, politique, enquête journalistique est très très bien réussi grâce au dessin de Bercovici, hein, plein de caricatures. Mais encore une fois, je le répète, c'est une véritable enquête, ce n'est pas que de l'humour, c'est super bien documenté, ça fait rire et réfléchir. C'est excellent. Voilà, pour aller plus loin, pour comprendre les ressorts de la social-démocratie, c'est aussi en BD que vous pouvez le faire avec le choix de notre libraire Marcel. Côté ciné, c'est plus léger. Oui, mais on peut aborder beaucoup de choses sérieuses avec la légèreté. C'est le principe des comédies. Alors oui, j'avais envie de parler du Nom des gens. On l'avait un petit peu déjà effleuré la dernière fois. De Michel Leclerc. Voilà, de Michel Leclerc. Avec Jacques Gamblin, toujours l'excellent Jacques Gamblin, Sarah Forestier et Zindine Soualem, qu'on salue, parce que dans une ancienne émission très ancienne, on a un souvenir relativement sympathique, pour pas dire autre chose. Non, alors, c'est cette histoire d'une femme assez extravertie, qui s'appelle Baya Ben Mahmoud, et qui, elle, n'hésite pas à coucher avec tous les gens de droite. Je trouve ça assez sympathique, moi, pour les faire changer d'avis. Alors, j'ai pas pu vous dire le mot qu'elle emploie exactement. pas mal, quand même. Voilà, je ne dis pas le mot qu'elle emploie dans le film parce qu'on est à 1 heure de grande écoute, donc je ne peux pas le dire. Et un jour, elle rencontre Arthur Martin, joué par Jacques Gamblin, alors pas celui de la vaisselle, là, mais lui, il est plutôt discret, il vote Jospin. On va voir quelques images, et elle est d'ailleurs, persuadée que c'est un type de droite, donc elle a envie de coucher avec lui. Alors, c'est un postulat un peu léger, mais on aborde plein de choses. Déjà, des notions d'identité par rapport à ses parents. On aborde beaucoup de choses aussi, notamment, alors on parle d'identité nationale, mais aussi les origines, l'intégration. Puis, petite réflexion, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, finalement? Un petit dialogue comme ça savoureux entre Jacques Gamblin et Sarah Forestier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? Dans le film, c'est compliqué parce que, par exemple, pour cette jeune femme, dès que quelqu'un est un petit peu BCBG, forcément, il est à droite. Vous voyez, mon cher Philippe, vous croiserez, je pense qu'elle vous prendrait pour à droite. Elle aimerait peut-être coucher avec vous, je ne sais pas. Non, le film, en tout cas, est un miroir réfléchissant. C'est pour ça que la comédie est intéressante et plus profonde qu'elle n'y paraît. C'est que ça renvoie aussi à ce qu'est la société française, en tout cas ce qu'elle était en 2010 et ce qu'elle est finalement encore aujourd'hui. Puis alors, si je reprends des formules que moi j'aime bien, le Figaroscope avait titré, ça leur arrive de faire des bons jeux de mots, une comédie de gauche très à droite, magnifique. Et puis, avec une guest star extraordinaire, Lionel Jospin, dans son seul et unique rôle pour l'instant, avec beaucoup d'autorédérision, qui avait dit « Un jospiniste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mandarin dans l'île de Ré ». Et je pourrais reprendre cette petite phrase en disant aujourd'hui, un socialiste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mandarin. Donc le film est vraiment très très intéressant, avec pas mal d'autodérision, d'humour, mais de profondeur quand même. Mais je suis d'accord avec toi, on peut faire passer beaucoup de choses par la comédie, par l'humour. Hein. C'est justement le but de ces BD qu'il faut passer l'humour. Et même l'auteur le dit, hein, parce qu'en faisant une BD comme ça, on casse tous les codes des bouquins classiques d'analyse politique. Et à titre d'exemple, quand Quai d'Orsay est sorti, 120 000 ventes. À la même époque est sorti un bouquin de Péan, 60 000 ventes. Ouais. Voilà. Non, puis ça casse les codes. Ça casse complètement les codes. Le but de la comédie, en tout cas au cinéma aussi, c'est de faire réfléchir, mais avant tout, c'est un divertissement. C'est une comédie romantique, il y a une histoire d'amour. Bon, il y a beaucoup de scènes très drôles avec Sarah Forestier. Par exemple, bon, elle se rappelle, alors elle regarde, elle va voter, je crois que c'était l'époque Chirac ou Sarkozy, Ségolène Royal, ou je sais plus, Chirac, je ne me rappelle plus. Non, Sarkozy. Voilà, elle regarde, Royal. elle s'est trompée de bulletin dans l'urne, donc elle fait une dépression pendant une semaine. Elle est persuadée que son père a été naturalisé sous Mitterrand, elle est contente, tu vas l'apprendre que c'est sous Giscard, donc elle fait la tête, c'est pendant une semaine aussi. Donc voilà, c'est drôle.
en même temps, mais c'est assez pertinent. Et puis c'est sur la caricature de la gauche bobo, on a repris ce terme, hein. Mais c'est ça qui est intéressant également, c'est que ça décrit très bien cette caricature-là. C'est une description de la caricature de la gauche bobo, c'est savoureux ça, pour vous. Ah oui, moi je trouve ça... Puis, je veux dire, le petit côté Lionel Jospin qui apparaît, qui se prête au jeu, je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt bien hein, pour lui, parce qu'il l'avait dit, il avait lu le scénario, il l'avait reçu, il a trouvé ça une scène. Hein. Il avait trouvé ça assez original, et donc il a dit, allez, banco. Donc en fait, c'est le cadeau d'anniversaire que Baya fait au personnage Arthur Martin. Jospin, cadeau. Alors pour aller plus loin concernant le débat, la social-démocratie, est-ce la fin de la social-démocratie? L'ouvrage, la bande dessinée de Marcel Petriccio, La gauche bling bling, aux éditions 12 bis, et le film, très drôle également, Le nom des gens de Michel Leclerc, programmé par Xavier Affre. Merci beaucoup à vous deux pour ce débrief. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment les amis.